De tout temps, l'obscurantisme s'est opposé à la raison. Croyances et superstitions se perpétuent jusqu'à nos jours. Face à ce que nous ne comprenons pas, nous sommes d'une grande fragilité. Nous voilà forcés de croire sur parole ce que nos yeux nous montrent et ce que nos oreilles nous donnent à entendre. Reste alors la raison pour tenter de nous en sortir. La thématique de ce soir, c'est de faire une marche sur le feu. Alors pourquoi une marche sur le feu? Le processus de la marche sur le feu, c'est un processus de changement, un processus de transformation. Vous voulez passer d'un état présent vers un état futur, un état cible. Vous avez décidé de changer quelque chose en vous. Vous apercevez que depuis quelque temps, votre vie ne fonctionne pas bien. Vous avez envie de faire des transformations. Alors justement, la marche sur le feu, c'est le rendez-vous avec vous-même. Le feu est là pour réveiller le feu sacré qui est en vous. Et ce soir, ce moment de traversée du feu, c'est aussi bien trouver en soi cette force, cette envie de se dépasser. J'aimerais avoir la capacité de passer à autre chose. Je suis un peu malheureux en ce moment, donc ça fait 4-5 ans que je vis mal. Je voudrais avoir du courage pour dire de passer au-dessus et pas penser aux conséquences. Lâcher les peurs, justement, oui. Lâcher prise sur beaucoup de choses. Et puis, pour la cartésienne que je suis, c'est peut-être un moyen de prouver la puissance de l'esprit sur la matière. Henri Brock est physicien, professeur à l'université de Nice. Richard Monvoisin est chercheur, enseignant à l'université de Grenoble. Contrairement à ce qu'on pense généralement, les charbons de bois sur lesquels on fait la marche, ont une mauvaise capacité calorifique et une mauvaise conductivité thermique. On va prendre un exemple, l'exemple que je prends avec mes étudiants. On prend un poulet, on met le poulet dans un plat et on met le plat au four. On laisse chauffer, tout est à 200 degrés dans le four, 200 degrés Celsius. Et pourtant, personne n'a peur, quand on a ouvert le four, de mettre la main dans l'air du four. Pourtant, c'est de l'air à 200 degrés, on ne se brûle pas. C'est de l'air à 200 degrés, on ne se brûle pas. On touche le poulet, qui est à 200 degrés, c'est un petit peu chaud. On touche le plat métallique ou les parois du four, toujours à 200 degrés, comme l'air, mais là, par contre, on se brûle. Pourquoi? Parce que la capacité calorifique de l'air est très très faible, c'est un quasi isolant. Donc c'est ça qui explique que la marche sur le feu est faisable, c'est que quand le marcheur pose son pied, le pied va monter à une température plus faible que ce que les charbons ont perdu en différence. Pourquoi? Parce que la capacité calorifique du pied, beaucoup d'eau, pas mal d'eau, 60-70% d'eau, eh bien, est beaucoup plus forte que la capacité calorifique des charbons. On utilise souvent la marche sur le feu comme étant une preuve d'un travail sur soi assez approfondi, notamment dans des stages. On nous propose des stages où on nous dit que si on développe certaines capacités, une certaine énergie, on pourra arriver à faire ça comme si c'était une prouesse complètement incommensurable. En fait, ça demande du courage et c'est là où se loge un peu le début de l'escroquerie intellectuelle, quoi. On nous dit, mais c'est grâce à votre travail sur vous, votre travail profond, votre réflexion, votre introspection que vous avez réussi à faire ça, qui était soi-disant paranormal. Alors c'est absolument pas paranormal.
Je vous demanderai de prendre votre pendule en main. Vous mettez la chaîne dans le creux de la main et vous allez la tenir entre le pouce et l'index. Il faut apprendre à faire ce que l'on appelle le vide mental. C'est savoir arrêter la pensée. Ne pas penser, seulement sentir sans penser. On sent et on comprend en même temps. On ne sait pas comment on comprend, mais on constate que ce n'est pas par le cerveau. L'exercice suivant, c'est la recherche d'un objet qui va être caché avec l'intention que quelqu'un de ce groupe le retrouve. Cet objet, c'est un pendule qui est en bois. Mettez-vous bien en contact avec sa vibration, avec son ressenti. Bien, nous allons essayer de trouver la zone à peu près précise où se trouve cet objet. C'est au pied d'un arbre. L'objet a été déposé dans un endroit relativement facile d'accès. Donc ne vous aventurez pas dans le milieu des fourrés. Donc je vous rappelle, c'est au pied d'un arbre. Alors souvent on nous parle du mécanisme d'auto-persuasion pour les personnes qui font de la radiesthésie, du spiritisme, de la sorcellerie. Sorcellerie ou radiesthésie, c'est très très voisin. Et en fait, c'est quelque chose qu'on observe. On a des personnes qui sont venues pour se faire tester au laboratoire, qui sont des personnes de toute bonne foi, qui pensent avoir des pouvoirs. Et comment elles se sont persuadées qu'elles ont des pouvoirs? Eh bien, elles ont fait des expériences. Et puis elles disent, ben voilà, j'ai eu 98% de résultats positifs, ce que nous disait un sourcier qu'on a testé ici sur le campus Sciences. Et il se trouve que quand on discute un peu, eh bien on s'aperçoit que c'est un processus, finalement, oui, d'auto-persuasion, parce que la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des expériences, et elle ne retient finalement que les expériences qui ont été positives. Si vous donnez un pendule à un groupe de gens, et que vous leur dites, regardez, si vous prenez ce pendule, et que la réponse est oui, vous allez voir, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis vous prenez un autre groupe, vous leur dites exactement la même chose, mais vous dites que le pendule il tourne dans l'autre sens. Et bien la plupart des gens vont valider cette affirmation. C'est-à-dire ils vont faire un test, ils vont poser une question, ils vont voir, ah oui tiens c'est vrai, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'autre groupe ils vont dire exactement l'inverse. En fait on ne se rend pas compte, on crée nous-mêmes des mouvements comme ça qui vont parfois aller dans le sens de ce qu'on voudrait obtenir. C'était là, non? Oui, mais on ne l'a pas vu. Bon, enfin, on n'est pas loin quand même. Hein. Alors, mais toi, c'est fait le dessin. Bah, la zone est importante, donc on a bien ciblé déjà. Bien ciblé, hein. Ça fait pas beaucoup. Si on cherche un corps dans un fourré, on l'aurait trouvé. Ça, c'est quand même difficile parce que c'est un tout petit objet. Voilà, c'est ça. En plus, c'est en bois parmi le bois. Voilà. Hein. Et voilà l'objet du délit. Mais il est vraiment petit, l'objet du délit. La radiesthésie, c'est la capacité qu'auraient certains individus de détecter à peu près n'importe quoi à l'aide d'un pendule, d'une baguette ou pour certains à l'aide de rien du tout, juste avec les mains. L'hypothèse
qu'il y a derrière, c'est de dire les objets, la matière émet un rayonnement qui pourrait être capté par certaines personnes. Et donc les gens se sont souvent focalisés sur l'eau, à savoir l'eau émettrait un type d'onde spéciale, donc les ondes radiesthésiques, que le sourcier pourrait capter. Et donc il se servirait d'un instrument, un pendule par exemple, ou des baguettes de détection, uniquement comme support, un peu comme une voyante va se servir, je sais pas, du marc de café, d'une boule de cristal ou des tarots. Ce qui est intéressant pour un radiesthésiste, c'est le mental. Vous comprenez bien que lorsque on mesure de l'eau, on ne tient pas d'eau en référence au niveau de ses mains. Donc la convention mentale est quelque chose d'extrêmement important pour le radiesthésiste. Là, pour la recherche de l'eau, on a une chance idéale, c'est qu'on a un petit cours d'eau à proximité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans le premier temps me référencer par rapport à l'eau. C'est-à-dire, je me cale par rapport à l'élément eau. Et je m'y concentre. Quand on discute avec des puisatiers, des personnes dont c'est le métier de faire des puits et de trouver de l'eau, alors ils nous expliquent que souvent ils font appel à des sourciers parce que pour les clients souvent préfèrent, ils aiment bien voir un sourcier passer ou un truc comme ça, mais qu'eux à côté ils font passer le sourcier, mais ils regardent, ils ont la carte, c'est les hydrogéologues, si le sourcier a dit ici que la carte indique plutôt ici, ils creusent plutôt là où indique la carte. Normand Baillargeon est professeur de sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Gérald Bronner est sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg. Est-ce qu'on devrait croire d'emblée qu'il y a des gens qui possèdent une force mystérieuse en vertu de laquelle elles sont capables, ces personnes, hommes ou femmes, d'identifier l'endroit où si on creuse, on va trouver de l'eau et on pourra avoir un puits? Placés devant cette conjecture-là, placés devant cette proposition-là, les scientifiques essaient de contrôler les variables. Il y a tellement de variables qui entrent en jeu dans un phénomène comme celui-là, qu'on va essayer de les cerner, de les contrôler au mieux, de manière à faire en sorte que quand le phénomène se reproduit, on pourrait être sûr qu'il se produit réellement. Donc on dit souvent, en zététique, on dit l'alternative est féconde. Face à quelque chose de bizarre, cherchons à ce qu'il n'y a pas une alternative autre que celle du mystère, du don, de la capacité bizarre, du phénomène paranormal. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça autrement ? Quand on essaie d'aborder un problème quel qu'il soit, il faut suivre certaines règles qu'on appelle un peu les règles d'or, les règles d'or de l'esprit critique, de la raison, de la zététique, on les appelle un peu comme on veut. Et il y en a plusieurs. Une des règles, par exemple, importante, c'est la parcimonie de règles. Ça veut dire il ne faut pas chercher à multiplier au-delà de ce qui est suffisant les hypothèses pour expliquer quelque chose. Donc il faut prendre les hypothèses les plus simples pour essayer d'expliquer ce qui nous entoure. Et c'est là que penser à des hypothèses alternatives devient intéressant. Le scientifique qui devant une assertion comme celle-là va se dire qu'est-ce qui pourrait jouer qui ferait qu'il trouve de l'eau? Alors, ce qui pourrait jouer qui ferait qu'il trouve de l'eau, c'est qu'il y a de l'eau à peu près partout. Alors, peu importe l'endroit où il tombe, on risque de trouver de l'eau. Ce qui pourrait jouer aussi, c'est que les gens disent il est un excellent sourcier et ils oublient qu'il a fallu creuser 4 fois sur le terrain avant de trouver l'endroit où effectivement il y avait de l'eau et tout ce qu'ils retiennent c'est qu'il a trouvé de l'eau. L'autre chose qui pourrait expliquer le phénomène par exemple ce serait que la personne trouve effectivement de l'eau, c'est parce qu'elle est extrêmement habile à percevoir des signes dans l'environnement, des signes dans le paysage, des signes sur le sol qui sont les indices d'endroits où on trouvera probablement de l'eau. Alors si on veut tester cette
théorie selon laquelle des personnes sont en mesure de trouver de l'eau à l'aide d'une baguette de sourcier. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler toutes ces variables-là pour être sûr que tout ce qui reste, c'est le fait que les gens ont trouvé de l'eau. Il y a un physicien, le professeur donc Yves Rocard, qui s'est intéressé à la sorcellerie et qui prétendait avoir apporté la preuve de la validité de la sorcellerie, donc de la détection d'eau. Il disait qu'il avait mis en évidence le signal du sourcier et que le signal du sourcier venait de la capacité du corps humain à détecter des variations de champ magnétique. Donc il disait qu'il avait mis en évidence des petits cristaux de magnétite qu'on aurait dans les tempes, dans les coudes, dans les genoux et dans les talons. Et il disait que les détecteurs essentiels, c'était ceux des talons. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on marche sur le sol, c'est les talons qui sont en contact avec le sol, donc il y a un champ magnétique terrestre général. Et il disait, si les détecteurs que l'on a dans les talons détectent un changement de champ magnétique, ce qui s'appelle en physique un gradient de champ magnétique, à ce moment-là, il va y avoir une réaction induite dans la personne. On a un champ de côté et un champ un peu différent de l'autre. Bien, ça induit un mouvement. Et ce mouvement, ça serait un mouvement musculaire qui provoque le mouvement du pendule, d'accord? Le mouvement, la mise en rotation, le balancement, ou le mouvement des baguettes. D'où la soi-disant capacité de détecter l'eau. Donc là, je commence à avoir un signal maximum. Bon, c'est vrai que là, les baguettes s'agitent un petit peu parce que je ne peux pas contrôler complètement leur mouvement. C'est normal, hein, je ne suis pas en contact avec. Donc là, c'est vraiment mon corps qui réagit. Donc mes petits cristaux magnétiques qui réagissent. Donc je reviens en arrière pour retrouver donc cette veine. D'où l'idée du professeur Rocard de faire une semelle qu'il a appelée la semelle magnétique. Donc la personne se met les pieds directement là-dessus. Ensuite, on va faire passer avec une petite pile, on met le courant. Et donc ça crée un champ magnétique. Et la personne tient un pendule en main. Et il disait, au bout d'un moment, quand on met le champ magnétique, ça va induire par les capteurs magnétiques du talon, ça va induire des mouvements musculaires qui vont faire que le pendule va se mettre à tourner. Et en fait, quand on fait l'expérience, on s'aperçoit que l'homme n'est pas sensible à ces gradients de champ magnétique. Que l'on mette le champ magnétique ou qu'on ne le mette pas, le pendule se met quand même à tourner. Ce qui veut dire que c'est exactement ce que donne le hasard, à savoir que le pendule se met en rotation, mais il va le faire aussi bien quand on appuie que quand on n'appuie pas. Un truc qu'on peut faire même chez soi, si quelqu'un pense pouvoir distinguer de l'eau d'autre chose sur un protocole simple. On prend 10 bouteilles d'eau. On prend 10 bouteilles d'eau, dont 9 sont remplies par autre chose que de l'eau. On propose à la personne qui dit avoir la capacité de sorcellerie de vérifier parmi les 10 bouteilles laquelle est celle qui contient l'eau. Nous allons procéder donc à une série de tests. Donc vous voyez devant vous, vous avez donc 10 échantillons. Dans ces 10 échantillons, il y aura un échantillon donc, qui sera donc avec un repère qui sera représentatif de la bouteille d'eau. Donc avec mes baguettes actuelles, baguettes de ma propre création, baguettes qui sont sensibles à l'eau, je vais donc essayer de localiser durant ces tests où se trouve la bouteille d'eau. Donc la bouteille d'eau se situe donc entre ces deux échantillons. Donc l'échantillon d'eau se trouve entre ces deux bouteilles-là. Donc la bouteille d'eau se situe dans les deux bouteilles de droite, à ma droite. Donc je localise entre les deux bouteilles, les deux échantillons qui sont là.
Donc je lirai donc entre ces deux bouteilles-là. Et quand on fait ce genre de test-là, ben, les sourciers échouent lamentablement. Alors là, c'est intéressant de le constater. Et c'est une des premières, la première façon par laquelle la science entretient un rapport critique avec le réel en contrôlant des variables de manière à pouvoir affirmer ou infirmer certaines idées. Le hasard, il peut tout vous donner. On peut même avoir un gamin qui vient, qui n'a aucun don de sourcier, et puis qui fait ça 15 fois, et 15 fois, il tombera sur la bonne bouteille. Mais la probabilité est très, très, très petite. Mais elle est non nulle. Donc il faut tester les résultats du sourcier par rapport aux résultats, au pluriel, aux résultats que donne le hasard. Donc si on nous pose la question, est-ce que les sourciers trouvent de l'eau? La réponse est oui. Est-ce que les sourciers trouvent de l'eau plus que la moyenne? La réponse est oui, un peu. Est-ce qu'ils trouvent de l'eau plus que quelqu'un qui a une connaissance un peu intuitive du terrain? La réponse est non, à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Et qui trouve le plus de l'eau, a priori, sont les hydrogéologues. Bienvenue au Salon de la Voyance. Les stands des séances de voyance sont ouverts jusqu'à 20h. Les distributeurs de billets sont disponibles à côté de la porte d'entrée. Eva, elle est pas là. Eva, une avec des longs cheveux, là. Mais il a vraiment la réussite dessus, et même ce qui le peine pour actuellement, il a la réussite. Donc sur ce qu'il désire, c'est quelqu'un qui obtient toujours ce qu'il veut. Sa femme laisse beaucoup aussi, hein. C'est vraiment ça qui l'aide à aller de l'avant. Ici, votre union est heureuse, elle est protégée par l'étoile. Grâce à ce voyage, vous allez pouvoir un petit peu souffler et aller de l'avant. Comme je vous disais, le côté matériel, vous ne risquez rien, il y a une grande stabilité. Il y a eu, comme on dit, un coup de folie chez elle. La seule solution qu'elle ait eue pour elle se protéger, c'est de mettre fin à sa vie. C'est vraiment dire « je n'en peux plus », parce qu'il y a eu énormément de violence sur cette femme. Le cold reading, ou la lecture à froid, c'est un art qui est pratiqué parfois consciemment, très consciemment, et parfois moins consciemment, voire inconsciemment, par des personnes qui savent donner à ceux à qui ils s'adressent l'illusion que ce qu'ils disent sur ces personnes-là leur correspond tout à fait, par toute une série de mécanismes extrêmement subtils, comme par exemple le fait de lancer des propositions plus ou moins vagues en attendant la confirmation par le sujet auquel on s'adresse, le fait de connaître, d'avoir en soi, dans sa conscience, une série d'informations dont le degré de probabilité est tel qu'en les lançant à ces personnes, les personnes vont réagir en croyant que ça s'adresse effectivement à eux. Les gens qui pratiquent le cold reading, qui est l'art qui prend des formes que je viens de décrire, sont en mesure de faire croire à certaines personnes qu'ils sont capables de lire dans leur passé et de prédire leur avenir ou de dire sur elles des choses que personne ne connaît mais qu'elles ont réussi à percer en vertu du pouvoir qu'elles posséderaient. Il y a un sceptique américain qui s'appelle Michael Shermer qui l'a appris en quelques heures et qui l'a mis en application tout de suite avec un certain nombre de personnes. Et les personnes sortaient de là convaincues qu'il avait véritablement un talent, ce qui est assez extraordinaire quand même. Ce qui veut dire qu'il y a là-dedans quelques recettes de base qu'on est capable d'utiliser. Comme par exemple, on le devine tous d'emblée, que ce qui préoccupe les gens sont des choses comme la santé, l'argent, l'amour. Alors lorsque vous êtes un diseur de bonne aventure ou une diseuse de bonne aventure, aborder ces sujets-là, ce sont des paris pas trop risqués, parce que c'est vers ça que les questions vont aller. Alors, quelle est votre question, je vous prie? Ma question, c'est par rapport à un déménagement. Oui. Donc là, effectivement, vous êtes actuellement sur une nouvelle position, parce qu'on voit qu'il y a un changement, effectivement, qui doit être organisé, mais c'est quelque chose que vous redoutez en même temps. En tout cas, pour vous, l'année 2012 sera une année de changement, de transformation, parce que là, vous avez besoin d'un changement, je dirais, radical. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement, c'est une renaissance. Voilà.
on voit qu'on cible plusieurs départements, plusieurs arrondissements plutôt. Par contre, l'appartement qui vous sera octroyé, je pense que c'est tout près d'un point d'eau, parce qu'on voit une situation d'eau. Ah bon? Et ça peut être effectivement au niveau d'une fontaine, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un endroit touristique avec de l'eau. D'accord. Je vois pas des travaux non plus excessifs, mais vu que c'est le côté ancien, vous allez remettre entre guillemets à votre goût, chose qui est un peu logique, mais ça peut être des petits ravalements de façade, des choses comme ça, au niveau des murs, au niveau de la cuisine surtout, je pense. Ah oui? Enfin, j'ai tout ce qui sort au niveau de la cuisine. D'accord. D'ailleurs, ça serait bien un peu des couleurs vives pour vous aussi. Essayez d'un petit peu égayer tout ça. Soyez plus, entre guillemets, je dis pas que vous ne l'êtes pas, mais soyez plus positive. Ah oui, oui. Oui, je suis un peu négative, Voilà. effectivement. Stéphane Ballotti est prestidigitateur. Tiens, écoute, on n'a qu'à essayer là, c'est ouvert si tu veux. Je peux demander de vous installer. Donc voilà, au départ, ça part de phrases tout à fait banales, quelconques, dans lesquelles les personnes vont plus ou moins se retrouver. Et du fait qu'elles acquiescent un petit peu avec la tête ou un petit clignement d'œil va m'aider, va me donner des informations importantes pour savoir si j'ai tapé juste ou pas. Vous êtes certainement trop jeune peut-être pour avoir un enfant, c'est peut-être en projet. Je ne sais pas si vous avez un projet d'enfant. Pas pour les médias, mais je vois des enfants autour de vous. C'est peut-être pas les vôtres, puisque vous n'en avez pas. Tu as énormément besoin d'être rassuré, d'être épaulé, d'être réconforté. Même si tu as ton caractère, tu as un caractère qui est bien trempé quand même, tu sais exactement ce que tu veux. Et quand la personne répond positivement à ce que je dis, je continue dans cette voie. Si je vois que je me suis complètement trompé, la personne va froncer un petit peu les sourcils ou va faire si je ne comprends pas ce que vous dites ou non, c'est pas exactement ça. Et là, je rebondis un petit peu. C'est vraiment une technique à part entière de travail. C'est pas un domaine de l'art ou de la culture ou de la musique, c'est plutôt un milieu sportif. Oui. Je ressens le milieu sportif et spécifiquement dans le... j'ai des images de... Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. J'ai des images de courses, de voitures, de rallye ou... Oui, c'est ça. Vous travaille dans ce milieu-là, oui. De l'automobile. Oui. On utilise là, dans ce cas une technique qui s'appelle aussi l'effet Forer, du nom de son inventeur, c'est-à-dire que je vais commencer à parler avec ces personnes qui étaient, je précise, volontaires pour mener cette expérience. Je commence à annoncer des faits, mais d'une façon relativement creuse. Je lance des phrases du style je vois une blessure dans votre enfance. Alors ça veut dire tout et rien. Qui n'a pas eu une blessure physique lorsqu'il était enfant? Il est peut-être tombé de vélo, il est tombé dans une piscine. Ça peut être une blessure psychique aussi. Et ça, c'est la personne qui est en face de moi qui va me répondre, non pas par le langage verbal, mais le langage corporel. Chez cette dame, là, j'ai vu que lorsque je lui ai parlé de blessures de son enfance, elle a eu l'œil qui s'est rempli un petit peu, qui est devenu un peu plus brillant, donc j'ai senti que c'était un point douloureux. Mais c'est pas votre père. Je ne sais pas si vos parents sont toujours vivants d'ailleurs, mais je ne veux pas savoir. Mais il y a un souci avec votre mère important. Je pense qu'il y a eu un abandon de la part de votre mère. Alors je ne sais pas si l'abandon est physique ou psychologique, mais il y a eu, les deux. Il y a eu une fuite en tout cas, quelque part. Ah ouais. J'ai demandé à la personne en face de moi de poser ses mains sur les miennes. Donc j'ai institué une sorte de petit protocole de mise en place, de scénario un petit peu mystique. Mais moi, ça m'a donné déjà 2 informations importantes sur elle, à savoir qu'elle n'avait pas d'alliance. Donc ça voulait déjà dire quand même au niveau couple qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc j'ai tout de suite pensé à une rupture. Donc j'ai joué sur le fait de la rupture ou d'une brisure dans sa vie. Et plus tard, il y a un deuxième abandon qui n'est pas de votre fait. En fait. Je crois que c'est un rapport avec votre vie sentimentale.
Et ensuite, j'avais remarqué que c'était une femme vraiment bien entretenue au niveau esthétique, bien coiffée, bien sur elle, mais elle avait des petites traces sous les ongles qui indiquaient que cette femme aimait beaucoup le jardinage quoi, ou la terre. Donc je suis parti sur le côté attirance de la nature. Je pense qu'avec ton ami, puisque je vois que tu n'es pas marié, là il n'y a pas besoin d'être voyant pour voir que tu n'as pas d'alliance, vous entreprenez un voyage que vous commencez déjà à préparer là, maintenant. Ensuite, j'ai tenté le coup de dire mais c'est pas un voyage qui se fait en Europe, c'est un voyage qui se fera plutôt outre-Atlantique. Mais là, j'y suis vraiment allé au pif. Et comme une fois de plus, elle a acquiescé, donc pour moi, la destination des jeunes de 20-25 ans, c'est essentiellement les États-Unis ou voire même l'Amérique du Nord avec le Canada. Donc là, je lui ai dit, au début, je me suis trompé et c'est là que j'ai rectifié le tir. Je lui ai dit, je vous vois partir tous les deux dans un pays chaud. Par contre, c'est au chaud. Ça, c'est un voyage plutôt traversé de l'Atlantique et vers le nord. Tout à fait. D'accord. Et là, elle a froncé un petit peu les sourcils. Donc, de suite, j'avais compris que le pays chaud, c'était pas la bonne voie. Donc, j'ai rectifié avec l'Amérique du Nord. C'est ça? C'est vrai, bah c'est fou. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. Je pense que si j'ouvrais un cabinet de voyance demain, ça fonctionnerait à 200%, en utilisant strictement la même technique. Mais la consultation durerait beaucoup plus longtemps, ce serait dans un endroit beaucoup plus intime et j'aurais largement de quoi puiser des informations pendant 1 heure de discussion avec la personne. Prenons par exemple quelqu'un qui croit au pouvoir de voyance d'une cartomancienne ou d'un astrologue, au pouvoir de prédiction. Il va aller consulter en effet un cartomancien et le cartomancien va lui faire, disons, une 50aine de prédictions dans la séance. Et encore une fois, à cause de la négligence d'attaque d'échantillons, son esprit va focaliser sur celles d'entre elles qui vont se révéler être plus ou moins vraies 1 an, 2 ans ou 3 ans après ses prédictions. Et en plus, il va avoir tendance à mémoriser justement ces informations et à oublier, tout à fait sincèrement, c'est-à-dire sans chercher à manipuler ou mentir, à oublier celles qui n'ont pas fonctionné. Prenons l'exemple de l'accident de voiture, par exemple. Si on vous fait une voyance, si on vous dit faites attention, vous risquez d'avoir un accident de voiture. Vous avez 2 possibilités. Soit vous y prenez garde, quoi, vous dites ah ouais tiens bon je suis prévenu, je vais faire attention. Soit vous y pensez pas. Si vous faites gaffe et que vous avez effectivement un accident de voiture, vous dites ah ben il avait raison le voyant, il m'avait prévenu puis j'ai eu un accident de voiture. Si vous avez fait gaffe et puis qu'il se passe rien, vous dites ah ben il a bien fait de me prévenir. Puisque comme ça ne m'est pas arrivé. Donc il avait raison le voyant. Donc on a validé les 2 comme étant bonnes, quoi, comme extrémité d'arbre du possible. Et de l'autre côté, si vous avez oublié et que vous avez effectivement un accident de voiture, vous dites bon sang, mais c'est bien sûr, il m'avait prévenu. Et on valide encore que c'est bon. Et le dernier cas qui reste, c'est que vous avez oublié, puis vous arrive rien, bah on s'en rappelle pas. Je pense qu'un certain nombre sont sans doute des manipulateurs, etc. Mais je crois que l'immense majorité d'entre eux sont sincères. Et eux-mêmes vont avoir tendance à mémoriser les séances où ils ont fait preuve de brio quant à leur capacité prédictive. Je crois qu'il y a une forme de sincérité dans cette croyance-là aussi. Comment allez-vous, David? Bien, merci, et vous? Mon cher David, je vous propose de démarrer maintenant. Avec plaisir. Nous prenons donc quelqu'un. Aline, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Lucienne. Lucienne. Que puis-je pour vous, Lucienne? Beaucoup de gens croient plus ou moins qu'il existe des phénomènes qui n'ont aucune explication scientifique. Mesdames et messieurs, Uri Geller. Je ne pense pas être le seul à pouvoir faire ce que je fais. En tout cas, en ce qui concerne la télépathie, c'est sûr. Tordre les objets, je ne sais pas. J'ignore si beaucoup de télépathes peuvent exercer dans les conditions d'une expérience scientifique. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Pouvez-vous tenir cette fourchette? Vous voyez, je la tiens très délicatement, comme ça. Vous voyez, elle se ramollit. Est-ce que la caméra peut zoomer, s'il vous plaît? Vous voyez comme elle... C'est comme du plastique. Puis-je la tenir 1 seconde? Vous voyez, elle se fissure. Elle est devenue comme du plastique. La libéralisation du marché médiatique est une bonne chose en démocratie. Elle a aussi ses effets pervers, c'est qu'elle conduit les médias à être poussés vers une concurrence qui vont constituer, cette concurrence va offrir comme une tentation souvent irrésistible le fait de publier des informations spectaculaires.
C'est vrai des croyances et de toutes sortes de croyances. C'est vrai par exemple des peurs collectives. Les médias, c'est bien connu, il est plus intéressant de parler des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. C'est une non-information. Donc pour impliquer d'une façon ou d'une autre l'observateur ou le téléspectateur, ou le lecteur, il faut publier, il faut proposer des informations de type spectaculaire. Les médias n'ont pour seul but... nous, on pense que les médias, ils ont pour but de nous informer. C'est pas du tout ça le but des médias. Le but des médias est d'abord de gagner sa vie, de gagner sa croûte. Si on avait un médium, disons, je sais pas, quelqu'un qui faisait du spiritisme dans une ville ou un village dans les années 1920-1930, il allait rayonner un petit peu sur son coin, sur la région. Donc il allait toucher quelques dizaines de milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes, en étant un petit peu large, mais sans plus. Et puis il se trouve qu'avec la télévision, la radio, maintenant avec le réseau, avec la toile, eh bien si quelqu'un passe à une émission de télé en montrant qu'il tord 3 petites cuillères, il va toucher un premier public facilement 10 à 15 millions de téléspectateurs, et puis ça va diffuser, donc il va toucher plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. C'est pourquoi je crois, c'est au moins une des morales que devrait tirer tout journaliste ou toute personne qui travaille dans les médias. Lorsque l'on invite quelqu'un qui croit, il faut absolument et toujours présenter une contre-argumentation en face. C'est dramatique lorsqu'on invite quelqu'un qui est croyant et qu'il n'y a pas de contre-argumentation en face. En 1977, c'est une star mondiale. L'homme qui tord l'acier avec son esprit. L'homme aussi que la CIA enlève à Mexico lors d'un congrès. Pendant 11 ans, Jean-Pierre Girard va donc espionner pour le compte de la CIA. Un espion un peu particulier puisque télékinésiste et télépathe. Une énigme et un sujet d'étude infini pour les scientifiques et les chercheurs du monde entier. Jean-Pierre Girard est devenu le parapsychologue le plus célèbre de l'histoire. Ça tourne. Voilà, donc l'expérience est tout à fait réalisable par quelqu'un comme moi qui n'a aucun pouvoir, aucun magnétisme revendiqué en tout cas. Et il suffit d'avoir un simple petit aimant dissimulé sous le pantalon ou collé sur la cuisse ou le genou. Donc je pense que si on conserve l'hypothèse d'un trucage avec un petit aimant, n'importe qui peut avoir des dons de magnétisme à ce moment-là. Je crois que tout le monde a ce pouvoir, mais chez moi il est plus puissant que chez les autres. Et puis il doit y avoir aussi un élément extérieur qui a son importance. Mais comment les hommes de science expliquent-ils votre pouvoir? Au début, les savants sont sceptiques. Ils veulent me voir travailler dans des conditions expérimentales. Après, ils ne comprennent pas ce qui arrive, et moi non plus. Je vais me concentrer sur vos clés. Je vais seulement les effleurer légèrement, les caresser. Et dans mon esprit, je dis « tords-toi ». Vous voyez, vous ne pourrez pas rentrer chez vous ce soir, monsieur.
L'élément déclencheur qu'on pense est à l'origine des phénomènes que je produis se situerait après un accident, un coup de foudre plus exactement. Peut-être ce choc pourrait favoriser une libération de la conscience et une synergie, là aussi entre guillemets, entre tous les étages du cerveau pour avoir une ouverture particulière, spécifique pour produire ces phénomènes. Alors en fait, c'est une fourchette qui paraît tout à fait normale. Enfin, c'est une fourchette normale au point de vue forme. C'est-à-dire qu'on peut manger avec, on peut vraiment s'en servir. Mais par contre, le métal avec lequel elle est faite, c'est un métal particulier, c'est du nitinol. Nitinol, ça veut dire nickel et titane. C'est un alliage de nickel et de titane qui a la particularité de pouvoir conserver en mémoire une forme qu'on lui a imposée. Et ça peut être utilisé pour faire croire à des dons de psychokinèse. Psychokinèse, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc, on met un objet, on se concentre un petit peu, comme je faisais tout à l'heure, on tient dans la main, etc. Et soi-disant, par le pouvoir de son esprit, le pouvoir qui serait donc au bout de ses doigts, on arrive à faire tordre l'objet, etc. Et en réalité, là, c'est une application, disons, de la physique. Philippe Marx est ingénieur, gérant de la société AMF. Il faut savoir que 95% des utilisations du nitinol dans le monde, c'est le domaine médical. Et dans ces 95%, en plus, c'est plutôt la superlasticité qui est utilisée en cathétérisme. Après, il y a quelques applications de mémoire de forme, comme l'agrafe d'ostéosynthèse. C'est une agrafe qui va se placer dans la main ou dans le pied pour des chirurgies correctives, mais osseuses, puisque c'est de l'ostéosynthèse. Donc l'avantage, c'est, on va dire, c'est une agrafe qui se ferme sans agrafeuse, toute seule, rien qu'avec la chaleur du corps humain. Alors comment ça s'explique, disons, au point de vue structure atomique, en quelque sorte? On prend l'objet, on lui donne une forme, donc par exemple ici, cette forme-là, la forme qu'on veut mettre en mémoire. On porte l'objet à haute température, en tenant la forme, et puis on fait une trempe, un refroidissement instantané, on plonge dans l'eau. Donc après, quand l'objet est froid, on peut le tordre, lui mettre la forme qu'on veut, et quand on augmentera sa température, par exemple tout simplement en le tenant dans la main, avec la chaleur de la main, ou la chaleur, je sais pas, sèche-cheveux, ce qu'on veut, on le chauffer, ou de l'eau chaude, eh bien l'objet retrouvera la forme de la phase mère, qui elle est unique, et retrouvera tout le temps sa forme. Le phénomène peut être recommencé quasiment ad vitam aeternam. C'est amusant d'essayer de démonter les mécanismes de croyance. C'est amusant de voir comment certaines personnes ou certaines institutions sont en mesure de nous tromper, de nous avoir et de démonter le mécanisme par lequel on s'est fait tromper. Donc, il y a un intérêt épistémologique, comme je le disais, de théorie de la connaissance. Je veux avoir de bonnes raisons pour croire aux propositions auxquelles je vais adhérer. En certains cas, c'est tellement grave que je peux jouer ma santé ou ma vie. Tu sais, si je mets ma santé entre les mains de charlatans, c'est ma vie peut-être que je suis en train de jouer. Donc, c'est toujours, c'est pas toujours aussi grave, mais c'est toujours, il me semble-t-il, une vertu épistémique que de croire à des propositions pour de bonnes raisons. La croyance, je le disais, a des ressources cognitives. Elle est fondée toujours sur un socle d'arguments qui semble très convaincant, à condition de ne pas avoir de contre-argumentation en face. C'est précisément ce que l'on trouve dans les milieux de croyants qui se fréquentent entre eux, des milieux qui vont avoir tendance à se radicaliser, ce qu'on appelle la focalisation des groupes. Plus on discute entre nous, plus il va y avoir une surenchère d'arguments et disons, de conviction, de crédulité.
Et c'est vrai de beaucoup de croyances, et c'est vrai y compris de croyances dont on pourrait croire qu'elles ont été défaites définitivement par les acquis de la science. Le fait de savoir beaucoup de choses n'entraîne pas nécessairement le développement de la pensée critique. On voit par exemple que des gens disposent de certaines connaissances et tout se passe comme si ils passaient pas à l'étape de les mettre en application ou de les mettre en œuvre. Et peut-être qu'un des facteurs d'explication, c'est qu'on n'insiste pas en éducation suffisamment sur le développement de la pensée critique. Tous ces outils-là sont des outils absolument remarquables pour passer derrière le paravent des idées reçues sur les questions sociales et politiques ou économiques. Et ce serait non seulement une forme de réflexe d'autodéfense mentale que de le faire, mais aussi un devoir moral. Nous aurions, en tant que citoyens de démocratie, le devoir de douter de la vérité officielle et même de démontrer qu'elle est fausse lorsque c'est le cas. On est le 2 août 1990. L'Irak envahit le Koweït. Le 6 août 1990 toujours, des sanctions sont données par l'ONU. Et là, à l'automne, il y a un grand débat aux États-Unis sur la pertinence d'entrer en guerre. Et je vous rappelle que Saddam Hussein était un des dictateurs préférés des États-Unis pendant de très longues années, quelqu'un qu'ils ont appuyé. Et au sein des élites, il y a un débat. Et au sein des gouvernants américains, il y a un débat. Et c'est là qu'arrive Naïra. Elle se présente devant un caucus des droits humains de la House of Representatives aux États-Unis. Et elle livre un témoignage absolument bouleversant sur l'entrée des forces de Saddam Hussein au Koweït. Pour expliquer que les Koweïtiens qui venaient d'être envahis par les Irakiens avaient été témoins de soldats irakiens qui enlevaient les bébés des couveuses et les jetaient par terre. Et donc elle témoigne en larmes, la jeune fille, elle s'appelait Naïra. Elle explique ça, elle a 20 ans, quoi. Elle dit qu'elle est infirmière, qu'elle a fait ça, et qu'elle a vu ça, et que c'était horrible, et que vraiment les Irakiens sont des monstres, etc., etc. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Et peu de temps après, enfin quelques jours après, la guerre est déclarée. L'expression qui apparaît dans les journaux partout, c'est que Saddam Hussein est le nouvel Hitler. Ça va être l'expression consacrée. Et à ce moment-là, il n'y a plus l'hésitation qu'il y avait auparavant et les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak. Sauf qu'on se rend compte après qu'en fait, non seulement cette jeune fille koweïtienne, bon, elle n'était pas au Koweït du tout, on s'est rendu compte qu'elle s'appelait Naïra, c'était la fille de Nasir al-Sabah, l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Elle n'avait pas été au Koweït. C'était une histoire complètement bidonnée, inventée de toutes pièces par une boîte de marketing médiatique qui s'appelle Hill & Knowlton. Et donc pour 14 millions de dollars, vous pouviez vous payer une fausse information de toutes pièces qui permettait de déclencher la guerre en Irak. Extraordinaire quand même, non? C'est-à-dire que vous pouvez construire un mensonge scientifique, sociopolitique, à 14 millions de dollars, et qui peut avoir des conséquences désastreuses pour des milliers et des milliers d'êtres humains. Alors quand on sait ça, on se dit il faut faire attention quand même dans la discussion démocratique qu'on est censé avoir aux forces qui interviennent. Les firmes de relations publiques occupent une place absolument prépondérante dans toutes les sociétés. Et quand on sait ça, on ne peut pas ne pas avoir une attitude de critique devant les informations qui nous sont données. Et les méthodes pour casser ces mensonges-là sont exactement les mêmes que celles qui permettent d'analyser si une théorie est valide ou pas en sciences expérimentales. C'est la même chose. Vérifions la source. Qui dit quoi? Sur quelle base? Quels sont les faits de départ? Etc. etc. Je pense que la pensée critique a un rôle à jouer là aussi, c'est-à-dire qu'elle devrait d'abord nous mettre en garde contre la représentation du monde qui est donnée dans les grands médias, nous inciter à aller lire ailleurs et nous amener à adopter des stratégies critiques devant les productions médiatiques usuelles, toutes les productions médiatiques, mais souvent aussi devant celles qu'on nous représente la plupart du temps.